Alors, bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc, voici ce que je vais vous présenter pendant 20 petites minutes. Alors, peut-être quelques mots très rapides sur les élèves avec le trouble du spectre autistique. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas très bien. Et puis après, j'entrerai dans le vif du sujet. Donc, je donnerai quelques éléments concernant des recherches qui ont été menées à l'international concernant les outils numériques. Alors, quand je parle d'outils numériques, je parle évidemment d'ordinateurs, de tablettes, voire de tableaux blancs interactifs, etc., même de robots. Et puis, on dira quelques mots sur ce qui se passe en France, qu'on voit dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. C'est en train d'émerger en ce moment. Depuis quelques années, il y a vraiment des outils qui sont utilisés avec des applications spécifiques pour des élèves avec troubles du spectre autistique. Et pour finir, je vous dirai quelques mots d'une recherche qui est en cours de route, que je mène avec des collègues enseignants, autour de l'apprentissage de vocabulaire avec la tablette pour des élèves avec autisme. Alors, quelques mots sur ce qu'on appelle aujourd'hui trouble du spectre autistique, qu'on appelle encore trouble envahissant du développement. Alors en fait, bon, il y a plusieurs classifications, je les mets là, vous voyez les trois colonnes, une classification américaine, le DSM, une classification internationale à gauche, CIM, et puis la classification française. Jusqu'à assez peu de temps, et d'ailleurs les textes de l'éducation nationale reprennent cette appellation, trouble envahissant du développement. Alors, vous voyez, il y a des sous-catégories. Autisme infantile, syndrome de Rett, etc., etc. Et ces troubles envahissants du développement sont caractérisés par une triade, ce qu'on appelle la triade autistique, telle que l'avait définie Lorna Wing. C'est l'altération qualitative des interactions sociales, donc premier problème, surtout au niveau des interactions sociales, de la communication, difficulté aussi bien pour certains de la communication verbale, mais certains ont le langage, donc il se pose des problèmes au niveau de la communication non verbale, et puis ce qu'on appelle des comportements répétitifs ou des intérêts restreints. Alors ça, c'est ce qu'on avait dans les classifications autour de l'appellation trouble envahissant du développement. Dans les textes de recherche, on trouve de plus en plus une autre appellation maintenant, qui est trouble du spectre autistique ou trouble du spectre de l'autisme, TSA, qui est venu notamment, qui a été entériné par la classification DSM-5, qui devrait aussi entrer dans la prochaine classification internationale des maladies. Alors, les deux premières caractéristiques des classifications antérieures ont été réunies dans une seule, et on parle maintenant de déficit dans la communication sociale. On garde les comportements, la deuxième caractéristique, des comportements et des activités restreintes. Pour qu'on puisse être reconnu comme ayant des troubles du spectre autistique, il faut que les symptômes apparaissent tôt, et posent des problèmes dans la vie courante et ne se réduisent pas à une simple, entre guillemets, simple déficience intellectuelle. Alors, il y a d'autres particularités qu'on trouve que les enseignants ou les médecins scolaires que vous êtes voient avec des élèves avec autisme qu'on trouve dans les établissements scolaires. Des particularités au niveau des sens et qui peuvent se traduire dans justement deux sens, aussi bien hypo ou hyper, c'est-à-dire que des enfants vont ne pas réagir quand un bruit strident va tous nous faire extrêmement sursauter, et à l'inverse, des bruits qui... Alors c'est très intéressant de le savoir parce qu'on est dans une classe, il y a un petit bruit dans une canalisation qui passe, qui ne va pas être remarqué ni par l'enseignant ni par les autres élèves, et pour l'élève avec autisme, ça pourrait être extrêmement problématique. Donc des particularités au niveau sensoriel, qui peuvent être donc sonores, qui peuvent être visuelles. Un élève avec autisme va pouvoir par exemple focaliser sur un petit bout de papier qui est en train de bouger, donc des particularités de ce niveau-là, de la pensée en détail, ce qui va un petit peu avec mon exemple, et des difficultés de conceptualisation. Donc voilà quelques mots simplement pour rappeler quelques caractéristiques des troubles du spectre autistique. Et maintenant, j'en viens à parler vraiment du sujet sur les outils numériques et les troubles du spectre autistique. Alors je vais évoquer quelques recherches internationales qui ne concernent pas forcément le scolaire. Je vais dire qu'est-ce qu'on a fait comme recherche autour des outils numériques et de l'autisme pour venir après à la question scolaire, plus quand je parlerai de la France. Alors, déjà, les premiers travaux datent des années 70, et on s'est aperçu dans ces travaux que, quand même,
Au minimum, les nouvelles technologies, ne serait-ce que l'ordinateur, hein, dans les années 70, suscitaient particulièrement l'intérêt des enfants avec autisme, avec troubles du spectre autistique. Alors, on peut se demander pourquoi. Alors, il y a des raisons, hein, qui ont été avancées par les chercheurs. C'est que l'informatique est limitée à un écran, hein, que ce soit un ordinateur, une tablette, et ça permet de contrôler l'information visuelle qui va être donnée. Ce qui est plus dur, hein, quand on est dans un environnement classique, hein, d'une salle de classe, par exemple. Deuxième chose, la prédictibilité, c'est-à-dire que l'ordinateur va répondre un petit peu tout le temps la même chose, c'est basé sur un algorithme qui, pour certains élèves avec autisme qui détestent les imprévus, va avoir un côté sécurisant. Et puis, par rapport à des tâches complexes, certains programmes informatiques vont donner les informations de manière très séquentielle. Donc voilà des raisons qui ont été données par des chercheurs pour essayer de donner des explications pourquoi est-ce que l'informatique, au sens large, semblait aussi bien correspondre aux élèves avec autisme, aux enfants avec autisme. Alors, il y a des recherches qui ont été menées sur des aspects particuliers, comme par exemple pour les compétences sociales. Alors, il y a des travaux, hein, que je cite en tout petit, qui ont montré qu'il y avait un travail intéressant qui pouvait se faire sur le travail collaboratif, justement, pour développer les compétences sociales. Je prends l'exemple, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, une table tactile. C'est comme une grande tablette, hein, mais qui est au niveau horizontal. Et donc, les enfants, avec certains programmes, peuvent collaborer pour résoudre un petit jeu, une petite activité qui est proposée sur cette table tactile. Donc, ils peuvent se retrouver à 3 ou 4 autour de la table. Et justement, le jeu incite à collaborer. Il y a au niveau de ces compétences sociales, il y a d'autres expériences qui ont été mises en œuvre avec des mondes virtuels. Alors, par exemple, un jeune avec autisme se retrouve dans un café virtuel et il doit faire un certain nombre d'actions, par exemple, pour trouver une place, pour accepter de s'asseoir à côté d'autres, pour demander une boisson au serveur. Hein. Donc, un entraînement sur de virtuel pour, après, essayer de décontextualiser et aller vivre ces choses-là dans un environnement réel. Alors, il y a des travaux aussi autour des robots. Alors, c'est des choses, je ne sais pas si vous avez vu, on a vu assez récemment dans les médias des robots, hein, qui permettaient, alors j'emploierais plutôt le conditionnel, hein, de développer un certain nombre de compétences pour des enfants avec autisme. Alors, sur quoi se basent ces travaux? Alors là, il y a des travaux qui ont été menés déjà pour voir, au niveau de l'imitation, et ça c'est assez intéressant, que les personnes avec TSA arrivaient mieux et plus rapidement à imiter un geste accompli par un robot qu'un geste accompli par un être humain. Alors que pour des personnes qui n'ont pas de trouble du spectre autistique, c'est l'inverse. On imite, hein, ça a été montré par la recherche, on imite plus facilement d'autres êtres humains que des robots. Donc ceci a donné l'idée d'utiliser les robots pour développer un certain nombre de compétences chez ces enfants avec autisme. Alors je vous cite une expérience parmi plusieurs. D'un robot et d'un système Kinect. Le système Kinect permet en fait de capter les mouvements qui vont être faits par une personne avec autisme. Et en fait, grâce à cette captation, le robot va pouvoir savoir quels sont les mouvements spontanés faits par l'enfant avec autisme et il va pouvoir l'imiter. Alors, je renvoie à d'autres travaux qui sont de Jacqueline Nadel sur l'imitation, hein, mais donc il y a comme ça une espèce de cercle autour de l'imitation réciproque qui a pu se voir grâce à ce système assez évolué. Des travaux aussi autour de la reconnaissance des émotions. Alors c'est souvent une des difficultés, hein, des personnes avec autisme de reconnaître, de par le visage, de par la posture des personnes, quelles sont les émotions que la personne ressent et de pouvoir donc agir en conséquence. Donc il y a des programmes, hein, qui ont été depuis assez longtemps, hein, d'ailleurs plus d'une dizaine d'années, mis en œuvre pour essayer de faire développer ces compétences. Hein. Je cite un programme Mind Reading. Et puis, ça a été aussi, alors ça a été fait à partir d'images simplement où on voyait le sourire d'une personne, enfin une personne qui était en train de pleurer, où l'élève devait essayer d'attribuer un sentiment à ces images. Mais ça a été aussi élaboré à travers des mondes virtuels où il y avait des petites scénettes qui se déroulaient avec des personnages qui vivaient par exemple une situation de conflit. Et en regardant cette scénette, l'enfant devait essayer de trouver que devaient ressentir les personnages. Donc voilà, il y a des travaux
de ce type-là au niveau international. Alors, je vais donner que quelques exemples. Je vous propose maintenant d'aller en France et puis d'aller dans nos écoles, dans nos collèges, et puis de voir un petit peu ce qui s'y fait maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve beaucoup, il y a eu un peu le boom des tablettes depuis quelques années, donc il y a pas mal d'écoles ordinaires ou d'instituts médico-éducatifs ou même d'hôpitaux de jour qui se sont équipés de ce matériel, et on trouve des start-up qui élaborent des applications, mais vraiment pensées, qui ont été pensées sur l'autisme. Alors on trouve, je vous montre le genre d'applications qu'on trouve. On trouve des applications assez complètes au niveau de manuels éducatifs qui ont été pensées, enfin l'ergonomie a été pensée en épurant en fait au maximum pour que ce soit le plus possible accessible aux enfants, aux élèves avec autisme. On trouve aussi des liens avec la recherche. On a vu, je vous ai dit il y a quelques secondes, qu'il y avait des travaux sur la reconnaissance des émotions. Eh bien, on trouve, moi j'ai vu dans des classes, des enseignants ou des rééducateurs qui faisaient un travail autour de la reconnaissance des émotions à travers des applications qu'on trouve en France sur tablette. Très intéressant. Là, j'ai vu aussi un travail dans certaines écoles où on apprenait à développer des compétences sociales à travers des scénarios sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, alors je ne vais pas prendre l'exemple qui est là, je vais donner un exemple scolaire. On est dans la classe, il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? Par exemple, on a perdu son stylo, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut crier? Est-ce qu'il faut aller voir l'enseignante? Est-ce qu'il faut faire ça? Donc voilà, alors vous voyez comme ici, une question et puis 4 choix possibles donc, pour entraîner les enfants avec autisme à avoir des compétences sociales. Des choses sur la catégorisation. Alors là aussi, c'est une application qu'on trouve gratuitement et qui correspond à un travail de recherche qui est mené à Nantes sur un agenda visuel. Alors vous connaissez peut-être ces agendas, indépendamment du numérique, ces agendas visuels qu'on trouve sur les murs de certaines classes où l'on voit de haut en bas les différentes activités qu'on doit faire du matin au soir. Et puis par exemple, c'est scratcher, les enfants des scratch, la première activité, etc. C'est un petit peu sur le même principe, à part que c'est sur le numérique. Donc les enfants, par exemple, ont à disposition un petit téléphone et puis voient au fur et à mesure de la journée les activités qu'ils doivent faire à 9 h, à 10 h. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on voit l'activité de se laver les mains, et si l'enfant clique dessus, il a un petit visuel pour détailler les différentes actions qui doivent être faites pour accomplir le lavage des mains, par exemple. Mais ça peut être aussi sur une activité scolaire. Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart de ces applications sont paramétrables, et même on peut importer ses propres images. Donc ce qui fait que l'enseignant, par exemple, qui veut travailler sur une activité, par exemple quand on fait des maths, qu'est-ce qu'il faut faire? Il peut prendre en photo les différentes phases d'une activité en mathématiques et le mettre par exemple dans une application comme celle-ci, et l'élève pourra voir les différentes phases et donc accomplir le travail en ayant ce support de séquence qui l'aide à trouver les différentes étapes de son travail. Pour finir, je vous présente une recherche que je suis en train de mener avec des enseignants. Des enseignants qui travaillent dans des instituts médico-éducatifs et qui travaillent avec donc des jeunes enfants ou des jeunes adolescents avec autisme. Alors c'est un travail avec des tablettes sur l'apprentissage, donc là on est vraiment dans du scolaire, sur l'apprentissage de vocabulaire ou de la reconnaissance directe de mots. Alors je vous cite une étude qui a été menée, dont je me suis servi pour baser ma recherche. Alors c'est une étude exploratoire sur 3 ans. Et le principal but du jeu, c'est d'essayer de comprendre quels sont les points de vue évolutifs au fur et à mesure de ces 3 ans, des enseignants qui utilisent la tablette. Et en fait, dans le protocole, ils vont utiliser pour l'apprentissage de la tablette la moitié du pour l'utilisation de la tablette, donc la moitié du temps cette tablette pour l'apprentissage du vocabulaire, et l'autre moitié du temps leur support classique avec des étiquettes physiques, comme ils le font habituellement. Et on va essayer de comprendre si en fait il y a des choses au sens large un petit peu différentes dans l'utilisation de l'outil numérique ou dans un autre. Est-ce qu'il y a des avantages à utiliser le numérique, mais aussi quelles en sont les limites, etc., etc. Donc il y a une application qui a été choisie de manière collaborative avec les enseignantes participant à ce projet. Elle a été choisie, notamment elle a plu parce qu'elle était très personnalisable, c'est-à-dire dans le sens où les enseignants pouvaient
eux-mêmes choisir leurs propres images, même s'ils avaient des images papier, ils pouvaient les prendre en photo et les mettre à l'intérieur de l'application. Donc en fait, ce sont des images, enfin ce sont des items où il y a un mot, une image correspondant au mot, et un son correspondant au mot. Et à partir de là, à partir de ces images, donc images, mots, son, il va y avoir différents exercices qui vont pouvoir être proposés aux élèves par les enseignants. Des exercices, par exemple, où une image est montrée, l'élève aura le choix entre 2, 3 ou 4. Là aussi, c'est 4 mots dont l'un seul correspondra à l'image. Faire le lien entre des mots et des images, etc., etc. Une dizaine de petits jeux, mais tous basés à partir des images choisies par les enseignants pour donc cet apprentissage de vocabulaire ou de reconnaissance globale de mots. Donc, je l'ai dit, les élèves, il y a une trentaine d'élèves qui font partie, enfin entre 20 et 30, qui font partie d'un institut médico-éducatif et pour certains d'une classe externalisée, hein, d'une classe autisme externalisée dans une école ordinaire. 3 enseignantes participent à l'expérimentation avec différents niveaux, chacune d'expérience dans l'enseignement à des élèves avec autisme. Et comme les profils sont très divers, les profils des élèves sont très divers, on a fait 3 groupes. Un groupe qui sont totalement non lecteurs et pour lesquels les enseignants jugeaient que la priorité c'était vraiment l'apprentissage du vocabulaire et que ces élèves n'étaient pas encore prêts pour la lecture. Donc pour ces élèves, on se concentre sur l'apprentissage du vocabulaire. Un groupe intermédiaire de lecteurs débutants qui ne sont pas encore du tout lecteurs, mais pour lesquels les enseignantes pensent que c'est le moment, c'est le bon moment d'essayer d'introduire la lecture. Et puis des élèves confirmés qui lisent déjà, où là on va travailler plutôt la lecture-compréhension. Donc les images, donc une banque d'images a été co-constituée par moi-même et les enseignantes, à la fois des images qui entreront dans l'application pour travailler les exercices dont je vous ai dit, et puis des images qui seront travaillées, cette fois-ci pas du tout avec le numérique, mais en faisant des petits jeux un petit peu similaires à ce qu'on trouve sur le numérique, mais avec du matériel, papier, crayon. Voilà. Et on va un petit peu comparer les deux. Donc je me suis, de la méthodologie de la recherche, c'est que je m'entretiens avec elle, je me suis entretenu avec elle avant l'expérience déjà, puis 2 fois par an au cours des 3 ans d'intervention, on en est à peu près à mi-parcours ici, et puis il y a un journal de bord qui est tenu par les enseignantes pour noter au fur et à mesure quels choix pédagogiques elles font, ce qu'elles ont découvert au fur et à mesure, quelles ont été les réactions des enfants au jour le jour. Alors je vous donne, pendant le temps qui reste, quelques minutes, juste quelques résultats qui sont un petit peu saillants. Alors, déjà, les aspects, donc il y a des aspects positifs et des aspects moins positifs de l'usage de la tablette. Alors, je vais en donner quelques-uns parmi beaucoup. Hein. Par exemple, ce qui a été trouvé très positif par les enseignantes, c'est l'autocorrection immédiate par la tablette. C'est-à-dire qu'elles peuvent être avec une partie du groupe tout en laissant d'autres faire un travail en autonomie avec ce système d'autocorrection, ce qui était, de leur point de vue, un peu moins simple quand il n'y avait pas de matériel numérique. Je vais prendre celui-là. Elle trouve que le temps de concentration est plus élevé quand les élèves font un même type d'activité, bien sûr, il faut comparer à activité comparable, avec la tablette qu'avec le matériel papier-crayon. Ils restent plus longtemps sur l'activité. Un effet de désinhibition des élèves pour certaines tâches. C'est-à-dire que le fait que sur la tablette, on soit dans l'éphémère, que les traces, elles ne restent pas comme on le fait, comme elles peuvent l'être sur du papier, fait que certains élèves se retrouvent désinhibés pour certaines actions. Et d'ailleurs, ça a permis, cette désinhibition, d'entrer dans les tâches dans un second temps avec papier, alors qu'ils n'y étaient pas entrés pendant plusieurs années. Mais le fait, il y a en quelque sorte un détour par la tablette qui a été fait pour après, finalement, entrer dans des activités papier. Alors, il ne s'agit pas simplement de plébisciter la tablette ou les outils numériques, parce que dans les entretiens avec les enseignantes, on a vu qu'il n'y avait pas que des points positifs. Alors, on va voir quels sont ces points, ces limites. Certains élèves détournent les objectifs de l'application. Eh bien, par exemple, on doit relier, comme je vous l'ai montré, un son, en appuyant sur un son, le son du mot vélo par exemple, à l'image du vélo. Eh bien, certains élèves, justement, par leur spécificité sensorielle, vont prendre plaisir à rappuyer 30 fois de suite sur le son. Vélo, 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 etc. En boucle. Donc, ce qui posait des problèmes pour les enseignantes, vous le comprendrez. Ils ont trouvé aussi qu'au niveau de la gestion de classe, ça incitait à quelque chose qui était de l'ordre de la rapidité, voire de la frénésie.
C'est-à-dire que ça tapait dans tous les sens et partout. Chaque élève avait sa tablette, ça partait, elles n'arrivaient pas à voir ce que faisaient les élèves, ça partait dans tous les sens, etc. Donc, elles attribuent ça peut-être à un manque d'expérience de leur part au niveau de la gestion pédagogique, enfin des approches pédagogiques avec la tablette. Mais c'est une difficulté qu'elles ont rencontrée au départ. Et puis, je vais vous prendre un autre exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image de l'application utilisée. En fait, il y avait par exemple des images qui étaient une en haut à gauche, une en haut à droite, une en bas à gauche, une en bas à droite. Eh bien, certains élèves, peut-être de par leur fonctionnement avec des rituels, faisaient systématiquement appuyer, quel que soit l'item, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Deuxième exercice, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Et ce qu'on ne retrouvait pas sur le papier. C'est-à-dire, pourtant, il y avait une organisation sur le papier, des scratchs, etc. Mais apparemment, l'outil numérique incitait, enfin, il y avait ces problèmes-là qui étaient rencontrés. Donc des difficultés pour les enseignantes, au moins dans un premier temps. Dans un second temps, pour essayer de régler un petit peu ça, elles éloignaient la tablette de l'enfant dans un premier temps, pour qu'il ne soit pas dans une activité systématique de gauche-droite, 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 avant de leur donner qu'ils puissent appuyer. Alors, vraiment, en conclusion, je prendrai ce que m'ont dit les enseignantes par rapport, je leur ai demandé leur avis global finalement sur l'utilisation de la tablette et de leur intérêt par rapport aux activités plus classiques avec papier-carton. Et finalement, elles disent que les deux ne sont pas incompatibles. Elles ne trouvent pas que l'une des modalités est meilleure que l'autre, mais elles voient de plus en plus la complémentarité entre ces deux aspects, notamment peut-être pour les débuts d'apprentissage, faire comme elles le faisaient auparavant, plutôt avec du matériel classique. Et elles trouvent très intéressant la tablette pour faire un petit peu pour habituer les élèves à une notion, pour qu'ils renforcent un petit peu cette notion qui a été vue en apprentissage avec du matériel plus classique auparavant, mais ça leur permet justement de travailler en autonomie et puis que les apprentissages soient renforcés avec cet outil. Donc voilà où on est en cours d'expérience. Je vous remercie pour votre attention.